Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, prévenir les violences dans le milieu professionnel. On en parle dans quelques instants avec Olivia Copin, elle est la fondatrice de Ni Victime Ni Bourreau, c'est une plateforme, on en parlera dans quelques instants avec elle. Les décideurs s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, avec Rue Rangoli, une entreprise qui s'engage. On recevra Patricia, l'avocat fondatrice de justement Rue Rangoli, elle sera notre invité. Puis dans le cercle RH, un grand entretien avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. On fera le point évidemment sur ce contrat d'engagement jeune. Elle est très impliquée dans ces contrats, mais aussi avec les partenariats, avec les Restos du Cœur notamment, partenariats en direction des réfugiés, mais aussi des sans-papiers. Puis on parlera de l'Ukraine évidemment, avec ses 100 000 places d'accueil. Il sera aussi question d'insertion. On fera le point avec la ministre dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, un nouveau regard sur le potentiel de chacun. On en parlera avec Grégory Jourdan, directeur général adjoint en charge des ressources humaines et RSE chez Visiative Group. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur le plateau, le harcèlement, les violences dans le milieu professionnel, et on va en parler avec Olivia Copin. Bonjour Olivia, bonjour. Fondatrice de Ni Victime Ni Bourreau. On vous connaît dans le cercle des experts le vendredi. Vous êtes chef d'entreprise, évidemment. Vous êtes professeur au CELSA, et puis très récemment, il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, vous avez décidé de fonder Ni Victime Ni Bourreau. L'esprit, c'est quoi? C'est que finalement, quand on analyse bien le sujet, il n'y a pas d'outils qui existaient pour une hotline, pour dire je me connecte, j'ai besoin d'aide tout de suite. Ça n'existait pas, ça, en fait. Oui, en fait, vraiment, ce que j'ai voulu faire avec Ni Victime Ni Bourreau, c'est au-delà, évidemment, de créer, en fait, un outil, vraiment, voilà, pour sensibiliser, prévenir, en fait, sur les violences au travail. J'ai vraiment voulu le mettre à la disposition à la fois des entreprises, mais aussi au niveau sociétal, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on va... Intérieur, extérieur. Exactement. Puisque c'était vraiment, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que demain, dans le monde du travail, il n'y ait plus de victimes, plus de bourreaux. Et c'est venu en fait d'une démarche assez simple, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, voilà, moi je connais très bien le monde de l'entreprise, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi coach, j'accompagne beaucoup de personnes, de dirigeants aussi sur des questions managériales, et je me suis rendu compte que finalement, au cours d'une vie professionnelle, on pouvait être soit victime, soit bourreau, parfois les deux. Parfois les deux. Voilà. Et donc, du coup, ça montre à quel point voilà, j'avais envie de créer un déclic et regarder en fait les violences au travail autrement. Et donc, du coup, Ni Victime Ni Bourreau, en fait, il y a trois notions qui sont importantes. C'est à la fois, on va désacraliser la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de violence, les gens s'imaginent de suite des violences, par exemple, à caractère sexuel dans l'entreprise ou des agissements très graves. Et donc, du coup, forcément, on ne se projette pas. En tant qu'individu, on se dit, moi, ça ne me concerne pas, j'aimerais, je ferais quelque chose comme ça, y compris quand on est une entreprise. Alors que si on enlève la violence de son piédestal et qu'en fait, on la regarde au jour le jour, dans les détails, dans la manière dont on va se comporter avec les uns, avec les autres, ce que j'appelle un peu l'impact émotionnel en fait, qu'on peut avoir à la fois sur ses collègues de travail. Plein de petits cailloux finalement, c'est pas les grandes affaires, c'est cette espèce d'usure du quotidien, des petits mots, des blessures, c'est ça. C'est exactement, on peut être parfois un peu paralysé de s'attaquer à l'incendie. Mais les petites étincelles, les départs de feu, on est tous capables de les gérer. Donc il y avait vraiment cette idée de désacraliser pour, dans un second temps, ce que vous venez de dire, responsabiliser, c'est-à-dire responsabiliser tout l'écosystème travail, c'est-à-dire que comprendre qu'à partir du moment où la violence, elle peut se cacher dans plein de manières voilà, d'interagir avec ses collaborateurs, on est tous responsables et on a tous une part de responsabilité. On a beaucoup parlé des organisations voilà, qui devaient prendre leur part de responsabilité, on parlait parfois de violences systémiques, mais c'est aussi la part de responsabilité de chacun de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour lutter contre la violence au travail. Alors vous avez un site que je suis allé voir, enfin en tout cas une page, une homepage qui présente Ni Victime Ni Bourreau. Il y a la notion d'aider à l'intérieur, c'est-à-dire de pouvoir
très concrètement, le compte Instagram bien sûr, mais se connecter, c'est créer vraiment une hotline d'aide et de soutien, parce qu'il faut que les choses soient concrètes aussi. Oui, alors en fait, on intervient de deux manières. On fait beaucoup de formations au sein de l'entreprise. On fait aussi beaucoup de formations dans les écoles. Comme vous dites, on est vraiment à la fois sur l'externe et l'interne. Et puis les écoles, évidemment, parce que ce sont les futurs acteurs du marché du travail. Éveiller les consciences. Donc il faut éveiller les consciences, il faut éduquer le plus tôt possible, mais aussi dans l'entreprise, parce que je pense que l'entreprise, elle a aussi un devoir d'éduquer en fait, les salariés. C'est-à-dire quand on arrive dans le monde du travail, on n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes traits de personnalité. Et donc l'idée, c'est un peu d'homogénéiser et d'éduquer. Donc vraiment... il y a de la pédagogie. Exactement. Et puis après, il y a de l'action. Enfin, oui. Comment vous faites? Parce que là, vous démarrez, ça fait quelques semaines, donc j'imagine que déjà, vous avez des premiers témoignages qui remontent, des personnes qui vous font partager à la fois leurs émotions. C'est souvent très lourd à raconter. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça finalement? Eh bien, j'allais dire, on le transmute, quoi. On va essayer de le transformer en quelque chose de positif. Donc, effectivement, soit en fait, on intervient sur un collectif par la formation. On fait aussi beaucoup de coaching, voilà, de manière individuelle pour accompagner sur des problématiques très précises. Et en fait, ce qui est important, ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est au-delà évidemment donc des contenus qu'on peut apporter sur qu'est-ce que la violence au travail, qu'est-ce qu'une blague sexiste, voilà un petit peu, je dirais, les grands axes. Les cadres. Voilà, le cadre, mais aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de s'intéresser au profil des auteurs et au profil des victimes. Pourquoi on est auteur, pourquoi on est victime? Et pourquoi on est auteur, par exemple, moi, j'aime beaucoup donner cet exemple, c'est souvent un manque de confiance en soi, c'est souvent le contrôle fric, vous avez des gens qui ont un problème de contrôle, qui ont besoin de contrôler, c'est souvent aussi le fait de ne pas savoir dire non, vous ne savez pas dire non aux clients, vous ne savez pas dire non à votre hiérarchie. Donc votre équipe va souffrir, surcharge de travail. Et en fait, quand on regarde du côté des victimes, on retrouve les mêmes symptômes. Pourquoi on ne se rebelle pas? Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne sait pas dire non. Il y a un effet miroir entre le bourreau et la victime. Exactement. Et c'est ça. Et en fait, c'est les mêmes causes en fait de deux. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est les mêmes symptômes. Et puis, sauf qu'à un moment donné, on va l'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Mais tout ça est à la fois très, très concret, puisqu'il s'agit de la relation au travail, du quotidien au travail. Oui. Mais c'est très psy ce que vous nous dites là. Le bourreau repère sa victime. Je veux dire, il y a chez le bourreau, celui qu'on appelle le bourreau depuis le début de l'entretien, un manager un peu agressif. Est-ce qu'il y a comme ça une sorte d'aimantation sur celui ou celle qu'il va... C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que oui, il y a beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur ce sujet. Et quelque part, oui, il y a des névroses qui se rencontrent. Hein. Bah ouais. Donc, et puis, c'est ça aussi, du coup, c'est ça qu'on donne comme outil, c'est aussi la capacité d'arriver à faire ce travail sur soi, parce que vous avez, par exemple, dans les victimes, des gens qui vont être victimes une seule fois, et puis vous avez des gens qui sont victimes à chaque fois. Et elles vont rencontrer toujours le même profil de personnes. Et donc, elles doivent, excusez-moi pour aller un peu loin, est-ce que ces victimes qui vous disent, mais j'ai fait 4 entreprises, j'ai eu 4 fois les mêmes scénarios, est-ce qu'on doit les accompagner à aussi muter dans leur attitude, dans leur façon de se tenir, de parler même d'ailleurs? Oui, moi je pense à une personne, oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait avec le coaching, c'est-à-dire en fait on va essayer de trouver les causes, de trouver un petit peu, de déconstruire en fait le raisonnement. Après, ces schémas en fait, c'est des schémas. Exactement, des schémas de pensée. Et par exemple, typiquement le fait de ne pas savoir dire non, eh bien, vous êtes plus vulnérable, évidemment, dans un collectif que si vous savez poser des limites. Mais même du côté des auteurs, vous avez des... C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les gens qui sont violents en entreprise ne sont pas des gens qui sont violents dans la vie de tous les jours. Et donc, vous avez des managers, des gens hyper sympas, et dans le cadre professionnel, ils vont avoir un désir de contrôler, de vraiment, mais qui l'emporte sur le reste. Et de se rassurer aussi. Hein. Pour se rassurer. Pour se rassurer, tout à fait. Clairement. Et ça va être une vraie souffrance pour les gens qui les accompagnent. Donc, c'est avec par exemple, ce manager, comprendre d'où vient ce besoin de contrôle, arriver à le dépasser. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'impact émotionnel. L'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on agit beaucoup en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe, c'est vraiment, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire qu'on apprend des métiers, mais il faut aussi travailler sur son savoir-être et arriver un peu à dépasser, en fait, ce qui nous bloque dans nos interactions avec l'autre. D'où d'ailleurs votre titre, ni victime ni bourreau, pour finalement réécrire cette relation entre un manager ou un collaborateur. Et ensuite, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Parce que tout ça vient de naître, donc vous avez, j'imagine, une prospective. Vous dites, avec ça, on va peser aussi sur les institutions, on va pouvoir s'exprimer, on aura une place dans le débat? Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, on intervient donc
dans les entreprises auprès des écoles. On a commencé par les écoles de conseil, mais typiquement, on va s'intéresser à la restauration à la rentrée, et puis aussi l'univers du sport pendant les JO, parce qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont concernés. C'est vrai. Il y a ce compte Instagram qu'on a créé pour partager les bonnes pratiques, qui est un compte vraiment, et pour nous, c'est hyper important. Nous, on n'est pas du tout dans la dénonciation, on est dans l'éducation, on est dans la bienveillance. Et il y a énormément d'acteurs, là, on a terminé le casting, il y a énormément d'acteurs de la société civile qui vont s'exprimer aussi sur ce compte, des réalisateurs, des intellectuels, pour vraiment comprendre un peu les racines de la violence. Des victimes par exemple? Alors, des victimes, on est en train d'y réfléchir, voir comment ce serait possible, parce que ce qu'on veut aussi, c'est parce que bon, la difficulté pour les gens qui témoignent, c'est préserver l'anonymat. Bien sûr, il est protégé. Mais on est en train de mettre en place certaines choses, oui, pour vraiment faire ce travail d'éducation auprès des plus grands nombres et se dire, oui, en fait, on est tous responsables parce que le dérapage, il est accessible à tous. Et comment je fais, au lieu d'attendre, un peu comme le changement climatique, au lieu d'attendre que les organisations changent, au lieu d'attendre que les choses changent, et bien moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne? Ni victime ni bourreau, est-ce qu'on n'a pas un jour de notre vie, de notre parcours professionnel été une victime? Et est-ce qu'on n'a pas un jour été aussi un bourreau? Bien sûr. Oui, complètement. Les deux, vous retrouvez, en tout cas, nous, je vois dans les personnes qu'on peut accompagner, y compris dans les collectifs, vous avez des personnes, oui, qui ont été un jour victimes, l'autre bourreau. Et qui vont se reporter sur Bien le sûr. N-1, qui Exactement. viennent de subir de leur N+1 en le reportant sur les équipes ou sur quelqu'un. Mais tout à fait. C'est assez typologique, ça. Tout à fait. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que vous savez, en fait, quand on est une victime, on souffre, mais quand on est un bourreau, on souffre aussi. C'est une forme. Alors, on a du mal à avoir de l'empathie Forme de pour les personnes qui réconciliation, nous font finalement. souffrir. Bien sûr. Mais non, quand on est un bourreau, on souffre aussi également. Enfin, Vous obligez aussi les victimes à se déporter un peu, à changer de regard, à regarder leur situation différemment, Oui. à faire un pas de côté pour observer peut-être la scène d'un autre angle. Exactement, parce que lorsqu'on comprend, par exemple, que la personne en face de nous, qui a une relation toxique, des agissements toxiques envers nous, elle a un problème de confiance en soi, ou elle a un problème de contrôle. On eh bien, lit du plus coup, les choses on pareilles. comprend que le problème, c'est pas nous. Et donc, Oui, parce qu'on culpabilise, bien sûr. Voilà, en fait, le principe même de la victime, c'est de se dire, c'est de ma faute. C'est de ma faute, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour enclencher ça, etc. Et donc, du coup, déjà, on enlève cette part de culpabilité et ça permet en fait à la victime de voir les choses de manière totalement différente. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. C'est Par la contre, réplique si c'est récurrent, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est qu'il y a une manière dans mon fonctionnement. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça, on travaille aussi là-dessus. Olivia Copin, détail pratique avant de nous quitter. Un compte Instagram, donc sur lesquels les gens peuvent vous écrire, exactement, communiquer avec vous. Oui, en message privé. En message privé, c'est ce que je voulais dire. Oui, l'anonymat est préservé. Oui, oui, toujours, toujours. Et évidemment, j'imagine un site en construction qui va sortir, qui est en train de se monter, oui, tout parce à fait. qu'on vous rencontre, évidemment, on vous voit régulièrement, mais en tout cas, on vous rencontre au tout début de Ni victime ni bourreau, mais qui va prendre de l'ampleur, évidemment. On le pense aussi. Merci Olivia Copin, merci d'être venue nous rendre visite pour un sujet du quotidien. Voilà, c'est un sujet qui parfois bousille des vies doucement, à petit feu. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Ni victime ni bourreau, c'est déjà sur Insta, et puis un site internet qui va arriver si vous voulez vous exprimer ou en tout cas prendre contact avec les équipes. N'hésitez pas sur le compte Insta. De l'association. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent à la rencontre d'une chef d'entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage pour l'emploi, mais pas seulement, vous allez le voir. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage aujourd'hui. Patricia, l'avocat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Avec tous vos objets, on va vous expliquer pourquoi, évidemment, et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Fondatrice de Rue Rangoli. D'abord, un tout petit mot sur votre nom d'entreprise qui fait de l'upcycling, qui fait du recyclage. Rue Rangoli, c'est quoi? C'est où surtout? Alors, Rangoli, en fait, c'est un art éphémère en Inde où tous les matins, les femmes, la première chose qu'elles font, c'est se lever, elles lavent le seuil de leur porte et elles font un dessin qui se transmet de mère en fille depuis des millénaires. On n'arrive pas à le dater. Il y a pas mal de scientifiques qui se sont posés, qui se sont plongés dans cette étude. Et c'est vraiment la première chose qu'elles font le matin. Donc, elles font un dessin sur le seuil de la porte, sur la rue. Mais la craie, à quoi? Alors, la non, peinture avec de la farine de riz.
Et la farine de riz, en fait, c'est pourquoi? C'est pour donner à manger à tous les animaux qui passent dans la rue. Donc, c'est par respect à tous les êtres vivants de la Terre. Et la symbolique du dessin, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur, c'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent chez vous. C'est un peu les valeurs que j'ai voulu porter dans le cadre de mon entreprise. Rue Rangoli, c'est le nom de votre entreprise, qui fait de l'upcycling, du recyclage avec 50 partenaires. On va en parler, mais juste là aussi un tout petit mot, parce que ce que vous faites là, évidemment, fait écho au parcours et à votre vie. Vous êtes né à Mers el-Kébir en Algérie, mais vous êtes d'origine indienne, vous avez vécu à Pondichéry et vous avez passé plus de 10 ans de votre vie en Inde. Quel est le message là de votre entreprise? C'est quoi? Parce que vous avez démarré par la microfinance, grande partie, monter des projets de microfinance pour soutenir les plus démunis, puis vous prolongez par l'upcycling et le recyclage. Ça recèle de la même mécanique finalement. En fait, la base, ce sont les valeurs que je souhaite porter. En fait, je me suis toujours engagée dans l'inclusion, dans la solidarité, et ça vient de mon histoire que vous avez citée. Oui. C'est que à Mers el-Kébir, je suis restée très peu. En fait, dès que je suis née, mes parents sont retournés en Inde. Ville qui rappelle de mauvais souvenirs aux Français. Ouais. Et on est retourné donc à Pondichéry, qui est ma ville, la ville de mes parents, et qui est une ancienne. C'est un petit bout de France au bout du monde, en fait. Un comptoir. Et voilà, c'est un ancien comptoir français. Il y en a 5, si vous connaissez la chanson de Juliette Gréco, qui cite les 5 comptoirs. Et en fait, j'ai vécu mes 10 ans là-bas, et c'est là-bas qu'est né, en fait, mon engagement. Parce que je voyais tous les jours à l'époque des gens mourir de faim dans la rue. Et aussi, j'ai pas beaucoup de mérite, j'ai aussi reçu une éducation de mes parents qui était d'abord tournée vers les autres avant de tourner vers nous-mêmes. Donc, par exemple, ma mère, la première chose qu'elle faisait quand elle faisait un repas, c'est elle allait d'abord servir un plateau dans la rue à une personne qui SDF dans la rue avant de nous servir, nous. Donc voilà, on a été plongés dedans, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Là, quelque part, vous parlez des humains et de votre maman qui sert les plus démunis, mais par votre entreprise Rue Rangoli, donc, il y a quand même l'idée de donner une deuxième vie et une vie longue à des choses qu'il y a 10 ans, 5 ans, on aurait jeté à la poubelle, parce que c'est ça l'esprit. Alors, on continue de jeter à la poubelle, malheureusement. Bien sûr, on jette trop. Voilà, on jette beaucoup trop et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on jette, en fait. Donc là, pour vous donner un petit exemple... Là, vous avez un très joli petit sac. Voilà. Alors, si je vous demande en quoi il est fait? Plastique? En partie, mais pas que. En fait, il est fait à base de bandes de cassettes vidéo qui maintenant ne servent plus à rien. Donc, on les réutilise et qui sont tissées à la main, mélangées avec du plastique. Et ça donne un éco-tissu qui est assez joli, non? Moi, j'aime beaucoup votre sac. Voilà. La bande, c'est la partie noire, et le dessus, c'est le plastique. Plastique recyclé, j'imagine. En fait, ils sont mélangés, tout est recyclé. Hein. C'est vraiment, ça c'est fait en Inde aussi par des communautés tribales qui sont très très pauvres, et ça leur donne un revenu complémentaire, en fait. Le petit dauphin. Alors le petit dauphin, lui, il est fait en Afrique. En fait, c'est fait avec des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Donc voilà, ça donne un art, c'est des objets d'art. En fait, pour moi, tous ces objets sont des objets d'art. Juste parce que je vois très bien à quoi ressemble une tongue, là, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à finir avec un dauphin. Les tongs sont compressés. D'accord. Et ensuite, ils sont sculptés à la main. Comme on sculpte le bois ou autre. Et, donc c'est dur à l'intérieur pour qu'on... Alors, vous pouvez toucher si vous voulez. Ah oui, voilà. D'accord. À l'intérieur, c'est dur. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Alors ça, et là, vous avez un petit carnet. Et là, on a un petit carnet. Alors, on a beaucoup d'autres objets. Alors ça, c'est un carnet qui est fait en bouse d'éléphant. Alors pourquoi? Parce que les éléphants, ça mange que des végétaux, comme on le sait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes, et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier. Donc on trie les bouses, parce qu'il faut quand même nettoyer la Alors on lave, on le fait bouillir pendant plusieurs heures pour récupérer la fibre. Voilà, et on fait sécher. Et quand la fibre est bien sèche, en fait, après on le broie pour faire la pulpe de papier. L'ensemble de ce petit carnet, on se le redit, est fait en bouse d'éléphant. Exactement. En fibre de bouse d'éléphant. En fibre de bouse d'éléphant, tout est fait artisanalement. Quel pays, là, celui-ci? Alors celui-là, il vient de Thaïlande.
Voilà. Mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent de France. Aujourd'hui, parmi les 50 partenaires que nous avons, on a à peu près la moitié qui sont en France. Mais en France, c'est très récent en fait. Dans les pays en développement, la culture du recyclage, et moi quand j'étais petite, ma mère, elle triait déjà. En France, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et le upcycling, en fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 6 ans, cette entreprise, quand je parlais de upcycling, personne ne savait ce que c'était. Oui, c'est un mot un peu barbare. C'est quoi, voilà, c'est quoi ce truc? Et aujourd'hui, depuis 1 an, on a beaucoup d'acteurs en France qui émergent et c'est plutôt une bonne chose. Alors, présidente fondatrice de votre entreprise Rurangoli, il y a 2 collaborateurs et des stagiaires, si j'ai bien compris. Oui. Vous en êtes où en termes de... Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes venu nous présenter ces produits. Comment on les diffuse? Comment vous les vendez? Comment ceux qui les fabriquent en vivent? Parce qu'il faut quand même créer une chaîne de valeur et créer de l'emploi. Alors, l'idée, c'est vraiment ça. C'est quand je me suis lancée, j'ai découvert ces artisans, ces organisations qui mettaient en fait leur savoir-faire au service de la planète, mais aussi avec une démarche sociale, en faisant travailler des personnes exclues ou éloignées de l'emploi. Donc, 90% de nos partenaires sont des entreprises sociales. Donc, ça peut être... On travaille, par exemple, avec des réfugiés en Italie, des entreprises d'insertion en France, des ESAT aussi en France, des mères célibataires en Afrique du Sud. Voilà, on travaille avec des organisations qui sont engagées socialement. Connectées avec la planète entière et avec la France, évidemment. Exactement, connectées en France, en Europe, etc. Et l'idée pour moi, c'est aussi, de montrer qu'on peut faire de très belles choses avec ce qu'on jette, de soutenir ces filières et aussi d'arriver à les pérenniser. Aujourd'hui, toutes ces filières ont beaucoup de difficultés à pérenniser parce qu'ils ont du mal à trouver, notamment ceux qui sont à l'étranger. Des filières économiques, là on en revient vraiment à la partie business. Là on est vraiment sur le privé et montrer qu'on peut produire aujourd'hui différemment et on peut aussi consommer différemment avec des produits qui sont à la fois beaux et esthétiques. Et l'idée, c'est aussi de dire aux consommateurs que écologie, ça peut rimer aussi avec plaisir. Patricia, 2 questions pratiques. On les trouve où, ces produits? Parce que précisons que vous recrutez et vous souhaitez recruter, parce que c'est l'objet de cette rubrique, des jeunes, mais aussi des jeunes en difficulté. Dans quelques instants, on recevra la ministre déléguée en charge de l'insertion. Donc on est vraiment... ce que vous nous racontez fait évidemment écho avec des associations ici en France. En recrutement, vous avez une visibilité aujourd'hui? Vous avez des filières économiques qui se mettent en place? Alors nous, on diffuse déjà nos produits au sein d'une boutique physique qui est dans le 6e à Paris, rue du Cherche-Midi. Et on a une boutique en ligne. Alors la boutique en ligne, elle est... on a du mal à la faire fonctionner parce que ce type de produit, les gens veulent voir, veulent toucher, veulent savoir ce que c'est avant d'acheter. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai ramené les produits parce que quand on parle, c'est pas évident pour les gens, d'imaginer ce que c'est. Donc voilà, on diffuse aujourd'hui au sein de notre boutique en ligne aussi qui s'appelle rurangoli.com et notre boutique physique. Et là, on est en discussion pour ouvrir un 2e point de vente, d'où les recrutements. Exactement, d'où les recrutements. Et déjà, dès le départ, en fait, nous, on a ouvert la première boutique en pleine crise sociale avec les gilets jaunes, etc. Donc, c'était compliqué. Très compliqué, ouais. On avait très peu de visibilité sur où on allait. Arriver après le Covid, donc là, avec plusieurs mois de fermeture, etc. Donc là, normalement, malgré cette guerre en Ukraine qui ça perturbe... nous inquiète. Eh oui. Ça nous inquiète parce qu'on se dit que probablement que les gens avec les problèmes économiques qui vont se replier. Vont se replier et ces objets ne seront peut-être pas la priorité. En quelques secondes, Patricia l'avocat, il gagne combien? C'est-à-dire que vous le vendez évidemment en euros, mais ensuite vous rétrocédez, un peu comme les producteurs agricoles, une partie du travail. Comment ça se passe? Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... vous achetez? J'achète au moment où je commande. C'est ça. Donc eux, ils ont besoin que je leur avance la totalité de l'argent pour qu'ils puissent financer les personnes qui vont travailler, acheter. Souvent, ils achètent aussi la matière première, donc pour qu'ils puissent acheter. Donc nous, on est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, moi, je négocie pas les prix avec eux. C'est eux qui fixent les prix en fonction du marché localement. Voire, je fais l'inverse. Parfois, comme ils ont envie de vendre, ils baissent les prix. Et je me dis, t'es sûr que là, tu arrives à ce niveau-là. Voilà, et je m'installe avec eux, je travaille avec eux en me disant combien ça a coûté. Là, c'est celle de la microfinance, c'est la spécialiste. Exactement. Là, vous revenez avec l'ancienne casquette. Exactement. Merci Patricia l'avocat d'être venue avec à la fois ces objets et puis cette énergie qui vous pousse évidemment à faire vivre, à accompagner ces personnes
dans le monde entier, mais aussi en France, faut-il le préciser, avec ces objets en upcycling, avec des potentialités d'embauche, en tout cas dans l'année. Exactement. Même si, on l'a entendu, vous êtes inquiète par la situation en Ukraine. C'est un vrai plaisir. Fondatrice de Rue Rangoli, allez donc sur le site internet et puis vous trouverez l'adresse très facilement rue du Cherche-Midi. C'est au 74. Au 74 rue du Cherche-Midi, c'est une très jolie rue dans Paris. Et puis il y a le site internet, si vous ne pouvez pas aller rue du Cherche-Midi, pour aller voir tous ces objets, notamment le petit calepin, le petit carnet en fibre de bouse d'éléphant. Je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir. Eh bien, je vais vous l'offrir. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci Patricia. Puis justement, on va rester connectés dans la rubrique suivante. Le Cercle RH, c'est un grand entretien avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. On va justement parler d'insertion, de la politique qu'elle mène, du travail de terrain qu'elle mène aussi avec les associations. Peut-être allez-vous la croiser en coulisses, peut-être. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et juste après, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes une ministre de terrain. Quand on voit votre parcours, vos déplacements à la rencontre de tous les acteurs d'insertion partout en France, on va en parler évidemment avec vous. D'abord, juste un petit mot, parce que vous êtes allée sur le terrain peut-être moins souvent que les autres à la télévision. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une femme de terrain, présidente du Conseil général du département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. Ben voilà. Mais voilà l'erreur. Puisque nous sommes unis maintenant ici à l'Alsace. Exactement. Colmar, c'est votre ville. Oui. Femme engagée. Concrètement, c'est quoi pour vous l'insertion ? Quelle définition vous y donnez à ce mot insertion ? C'est tellement vaste. Alors vous avez bien raison. D'ailleurs, très souvent, lorsque je rencontre des jeunes ou des moins jeunes, la première des choses, je leur explique comment moi je vois l'insertion et ce que c'est. Et je leur dis toujours, eh ben voilà, la ministre de l'Insertion est là pour tendre la main à chacune et à chacun, qui soit jeune, qui soit moins jeune, pour lui dire, toi aussi, vous avez une place dans la société et vous avez un rôle à jouer dans la société. Et ça, j'y crois vraiment. Insertion professionnelle, insertion scolaire, puisqu'on parlera du contrat d'engagement jeune. C'est très large le alors, spectre. ce qui est très intéressant, c'est que l'insertion en fait touche à toutes les problématiques de notre société. C'est la mobilité, c'est la santé, c'est le logement, tous les spectres de la société. Et justement, comme c'est assez complexe, l'une des priorités qui a été la mienne en arrivant au ministère en juillet 2020, c'est de me dire qu'il fallait simplifier. Et simplifier comment ? À travers ce que l'on appelle le service public de l'insertion et de l'emploi. Le SPIS. Le SPI. Comme on dit. Voilà, j'aime autant dire service public de l'insertion. Vous mettez tous les acteurs, si j'ai bien compris, de la chaîne du travail, de l'insertion, ensemble. Exactement. En fait, lors de ma première visite officielle en tant que ministre, que j'ai faite à Mulhouse, j'ai rencontré des demandeurs d'emploi et des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Et les demandeurs d'emploi m'ont dit, ça m'a paru bizarre d'ailleurs, m'ont dit on ne sait pas à quelle porte aller frapper. C'est vrai. Parce qu'il y a le département, il y a Pôle emploi, les missions locales. Il y a beaucoup d'acteurs. Voilà. Et les acteurs de l'emploi et de l'insertion, donc les professionnels qui étaient là, m'ont dit dans notre pays, il y a beaucoup de dispositifs, ce qui est plutôt bien, ça prouve qu'on peut faire du sur-mesure. Il y en a trop, mais peut-être. Il y en a tellement qu'il n'y a pas de visibilité et on prescrit toujours les mêmes. D'où le déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi. C'est quoi ? C'est la solution, et cette solution, on la trouve maintenant sur 80 départements de notre pays. La solution, ça veut dire que le demandeur d'emploi, la première porte à laquelle il frappe, c'est la bonne. Plus la peine de faire le tour. Et ce sont les professionnels qui se mettent en ordre de bataille, si je puis dire, pour trouver les solutions à toutes les problématiques, que ce soit des formations, que ce soit le logement, la mobilité. On y reviendra d'ailleurs je pense que vous partagez mon point de vue, mais souvent la personne éloignée de l'emploi, cassée, ne va pas spontanément pousser la porte de la mission locale et de Pôle emploi. Exactement. Elle reste repliée sur elle-même et elle s'isole. Donc il faut aussi des structures, notamment associatives, qui aillent les chercher. Oui, le aller vers, comme on dit actuellement, et ce aller vers concerne aussi bien les jeunes qui sont en rupture, qui sont souvent décrocheurs depuis le collège, que
les aînés en zone rurale, mais souvent aussi en ville. Et la crise sanitaire qu'on vient de connaître n'a pas arrangé les choses, parce que de plus en plus, ces personnes se sont repliées sur elles-mêmes. Ouais. Et donc, nous essayons d'aller les chercher avec l'aide des collectivités, bien sûr, des collectivités locales. D'où vous venez, c'est votre histoire politique aussi. C'est ça. C'est vrai que c'est important pour moi aussi de tirer les leçons de mon expérience d'élu local, pour mettre en place les politiques au niveau national. Et du coup, ces politiques sont, j'ose dire, pragmatiques et répondent aux demandes, aux besoins du terrain. Alors, Madame la Ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la création de 100 000 places d'accueil pour les réfugiés ukrainiens qui ont un statut plein et entier de réfugiés. Ils quittent un pays en guerre, sous les bombes. Ils le quittent encore au moment où nous nous parlons. C'est évidemment un pays meurtri, en très grande difficulté. Alors, évidemment, 100 000 places, ça veut dire de l'accueil sanitaire, des logements, des hôtels. On évoque même d'ailleurs des villas d'oligarques qui pourraient être, je ne sais pas si vous nous confirmerez, mais pourraient servir aussi de lieu d'accueil pour ces familles ukrainiennes. Et puis évidemment, ça touche à l'insertion. J'imagine que vous allez être, dans les jours qui viennent, concernés par cette problématique. Des hommes étaient enseignantes, coiffeuses, chauffeurs de poids lourds. Cette question-là, elle vous est posée. Oui, alors déjà, ce qui se passe en Ukraine actuellement est juste terrifiant. Et je dois dire que lorsqu'on voit la solidarité dans notre pays envers ces réfugiés, c'est juste énorme. Moi-même, j'ai accueilli samedi après-midi un groupe de réfugiés ukrainiens. Chez vous ? Chez moi, à Colmar, en Alsace, parce que la plupart passent par l'Alsace. Certains restent, mais beaucoup vont rejoindre de la famille dans l'ouest de la France, dans le centre de la France ou ailleurs. Donc j'ai rencontré un groupe de réfugiés qui venaient d'arriver à Colmar samedi après-midi. Essentiellement des femmes, des enfants, quelques hommes mais plutôt âgés, et puis un couple assez jeune. Et la femme était enceinte, avec également de gros soucis. Comment est-ce qu'on va faire pour accoucher ? Évidemment. Et ces personnes qui n'ont pas demandé à venir chez nous, mais qui sont venues ici pour trouver la sécurité dans ces temps de guerre, je n'arrive pas à oublier leurs regards, qui sont des regards de terrifiés par l'horreur qu'ils ont pu vivre dans leur pays. Et une angoisse liée au quotidien. Il faut quand même qu'ils trouvent un lit, qu'ils trouvent un logement, qu'ils trouvent de quoi s'installer. Et donc, au nom du gouvernement, je les ai accueillis et je leur ai dit qu'ils seraient les bienvenus dans notre pays, et bien tant qu'ils en auraient besoin. On espère que ce sera le plus rapide possible, qu'ils puissent retourner chez eux. C'est d'ailleurs leur souhait. Ils ne veulent pas, pour la plupart, la grande majorité, ne veut pas rester en France. Ils ont laissé leur vie en Ukraine, ils ont laissé leur mari. Ils sont partis avec une valise. Ils sont partis avec une valise. Et c'est très, très triste. Mais je leur ai dit aussi, alors ils ne parlent pas le français, clairement, et j'avais avec moi, d'ailleurs, pour les accueillir, déjà des entreprises d'insertion qui étaient là. Donc, on a pu leur dire, d'une part, on va vous apprendre le français. Les rudiments de notre langue, ouais. C'est indispensable et c'est leur demande. Alors c'était beau parce que des petits-enfants nous disaient déjà merci beaucoup, bonjour, voilà. Donc ils veulent apprendre le français. Et puis il y a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir, notamment des entreprises d'insertion. Nous avons créé depuis juillet 2020 55 000 postes nouveaux dans l'insertion. Et l'insertion, eh bien, ce sont des entreprises comme les autres. Et aujourd'hui, nous rencontrons aussi des tensions de recrutement dans ces entreprises d'insertion. Et donc, ça veut dire qu'il y a des places pour accueillir ces personnes. Donc, ça veut dire que temporairement, selon le délai de présence et donc du délai de la guerre, puisque évidemment personne ne le présage, il sera peut-être possible pour ces Ukrainiens, en fonction de leurs compétences, malgré la barrière de la langue, parce qu'elle est quand même une barrière, de pouvoir trouver un emploi, notamment dans des entreprises d'insertion. Vous nous le confirmez ? Exactement. Déjà, il y a une grande volonté de leur part d'apprendre la langue, puisqu'ils voient bien que c'est indispensable. Et ensuite, eh bien, il y a des entreprises d'insertion, mais d'autres entreprises aussi qui sont prêtes à les accueillir le temps qu'il faudra. Et vous connaissez les tensions de recrutement qui existent aujourd'hui. Eh bien, ils resteront quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, ils pourront aussi être présents dans des entreprises et nous aider à faire tourner notre économie. Oui,
un homme politique qui disait que c'était une main-d'œuvre, finalement une très bonne main-d'œuvre, avec un peu de cynisme. Non, alors je ne. Voilà. Je crois que c'est Jean-Louis Bourlange, pour ne pas le citer, vous avez entendu cette phrase, qui disait mais c'est une excellente main-d'œuvre, profitant finalement de cette opportunité de main-d'œuvre arrivant dans notre pays. C'est assez cynique comme position. Alors, ce sont des personnes, comme dit, que j'ai rencontrées. J'ai vu que c'était des personnes, comme vous l'avez exprimé, qui étaient avocats, qui étaient coiffeurs, qui étaient peut-être mécaniciens, boulangers, mais qui veulent travailler. Et c'est une occasion, eh bien, pour nous de leur dire il y a de quoi faire dans notre pays et vous êtes les bienvenus, sachant qu'il y a des textes européens qui les autorisent à travailler dès leur premier jour d'arrivée dans un pays européen. Alors justement, c'est une question que je vais vous poser, et évidemment, ce sujet qu'on va traiter ensemble vient heurter ce débat sur les réfugiés ukrainiens, situation de guerre et obligatoire. Les Restos du Cœur, je crois que vous avez signé un partenariat avec l'association des Restos du Cœur. Alors, à la fois, ils distribuent de l'aide alimentaire, ça c'est bien connu, mais ils sont aussi en accueil d'insertion pour des publics souvent en très grande difficulté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de discrimination. On peut aller au Resto du Cœur en étant un sans-papier, ou on peut aller au Resto du Cœur en étant un Français ayant sa carte d'identité. Comment on fait là pour avancer sur ce volet-là? Là, on vient d'évoquer les réfugiés ukrainiens et vous dites ils prendront leur place et ils pourront s'insérer. Comment on fait justement pour ceux qui sont des sans-papiers, ceux qui sont en cours de régularisation mais qui ne sont pas encore des vrais réfugiés? Est-ce qu'on peut se dire, période présidentielle par ailleurs, puisqu'on est en campagne, est-ce qu'on peut se dire que ces femmes et ces hommes peuvent prendre leur place sur le marché de l'emploi ou pas? Alors c'est un vrai sujet et sur lequel je travaille avec Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa. Le ministère de l'Intérieur fait tout pour réduire les délais d'obtention des papiers. C'est vrai que c'était très long. Donc là, les délais sont en train d'être raccourcis, ce qui est important. Et donc, dès que le réfugié a ses papiers qui sont en règle, eh bien, il peut travailler. Mais là aussi, problème politique de langue. ou économique, excusez-moi, parce qu'il y a un débat sur la migration. Il y a certains quittent leur pays pour des raisons de pauvreté, d'autres, les Ukrainiens, parce qu'il y a des bombes. C'est ça. Alors, problème politique, problème économique, mais ce que je vois surtout, c'est l'envie de travailler de ces personnes. Et notamment, je rencontre assez souvent des mineurs non accompagnés. Bien sûr. Et ces jeunes, c'est juste incroyable comme ils veulent travailler. J'ai rencontré il y a peu, c'était dans le Puy-de-Dôme, un jeune mineur non accompagné, cuisinier dans un restaurant, heureux d'être cuisinier dans un restaurant. Donc autorisé à travailler là dans son cas. Autorisé à travailler. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est possible pour ces mineurs non accompagnés et n'ayant pas encore de plein droit à une carte d'identité ou un titre de séjour de pouvoir travailler? Alors ce jeune était en contrat d'apprentissage chez un restaurateur et donc c'était possible. Et avec le ministère de l'Intérieur, il y a des dispositifs. Il y avait le dispositif HOP, bon c'est un peu technique, et il y a maintenant le dispositif dit Agir. En tout cas, ces dispositifs sont faits pour que ces jeunes et ces moins jeunes puissent apprendre le français très vite et puissent suivre les formations nécessaires dans le cas des mineurs, pour trouver un emploi. On est bien d'accord, Brigitte Funkert, c'est dans le cadre de mineurs. Pas que mineurs. Pas que les mineurs, et des majeurs aussi. Des réfugiés. Donc ça veut dire que le débat que vous avez avec le ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, la ministre Borne et vous, c'est d'accélérer les délais d'obtention des documents. Mais est-ce que, au-delà du délai, est-ce qu'on vous dites il faut peut-être aussi les faire travailler dans cette période de sans-papiers, puisqu'ils sont en situation irrégulière, mais toute la journée, ils traînent dans les rues? Alors là, j'ai pas moi d'avis personnel à donner sur cette situation-là, mais c'est clair que ces personnes, si on arrive rapidement, donc dans des délais brefs, à leur obtenir les papiers, eh bien, ils pourront travailler. Aujourd'hui, sans papier, sans titre de séjour valable, ça n'est pas possible. Donc ce sujet-là n'a pas été remis en question pour l'instant, en tout cas dans l'idée de... L'idée, c'est vraiment de vérifier qu'ils sont véritablement réfugiés. Et dans ce cas-là, ils obtiendront leurs papiers dans des délais beaucoup plus brefs. Avec tous les délais qui concernent les recours possibles, les CADA et les commissions diverses et variées qui repoussent évidemment les délais. Oui, bien sûr. Alors il y a des recours possibles, mais lorsqu'un réfugié obtient ses papiers, voilà, en général, là, il n'y a pas de recours. Et donc là, ça va être plus rapide et ils pourront travailler. Quelques mots sur France Relance, un plan pour soutenir l'inclusion. Alors là, c'est intéressant, excusez-moi de jouer sur les mots, mais là, c'est important. L'insertion, l'inclusion. Bonne question.
Ouais. C'est quoi, là, vos définitions? Parce qu'on a bien eu votre vision de l'insertion tout à l'heure, on l'a entendu. Là, l'inclusion, c'est quoi là? Quelle est la différence, d'ailleurs? Ouais. D'ailleurs, le ministère pourrait d'ailleurs s'appeler ministère de l'inclusion. Pourquoi? L'insertion concerne des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont eu un accident de la vie, qui ont décroché à un moment donné. L'inclusion concerne plutôt les personnes en situation de handicap. D'accord. Et en l'occurrence, mon ministère a également en charge les entreprises adaptées. Voilà. Et le plan de relance de l'inclusion, donc dans le cadre du grand plan de relance, le plan de relance de l'inclusion comprend les deux, l'insertion et l'inclusion, donc les entreprises adaptées. Voilà qui est clair. 500 millions d'euros pour permettre à ces entreprises, qui sont des entreprises comme les autres, de maintenir la tête hors de l'eau pendant la crise. J'étais d'ailleurs la semaine dernière également dans une entreprise de l'insertion, c'était à Rennes, je crois, il y a 15 jours déjà. En Bretagne, en effet. Voilà. Oui, je vous ai suivi, hein. Vous faites un tour de France, hein. Vous avez beaucoup bougé. Et là, on me disait, dans une entreprise d'insertion, sans ce plan de relance, eh bien, on n'aurait pas réussi à maintenir notre activité, on aurait dû mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que il y avait plus d'activité à ce moment-là. Et il fallait continuer malgré tout, dans un premier temps, à payer les salaires. Et oui, et surtout, il fallait que ces personnes, ces salariés en insertion qui travaillent dans ces entreprises puissent continuer à avoir une activité et un emploi. Et donc, ce plan de relance de l'inclusion avait pour objectif de permettre le maintien de l'activité de ces entreprises, quand même 4500 entreprises de l'insertion dans notre pays, et d'autre part, leur permettre de se développer, de se transformer et de créer de nouveaux emplois. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sont 55 000 nouveaux postes qui ont été créés dans l'insertion. Ça n'est pas rien, ça veut dire 55 000 solutions nouvelles, et notre objectif, d'ici la fin de cette année, c'est 100 000 emplois nouveaux. Alors, d'habitude, il y a la présidentielle avant, hein, Brigitte Klinkert. On est à 30 jours du premier tour. Enfin, Il y a une trajectoire c'est la trajectoire qui est prévue, c'est ça. Il y a une trajectoire qui est lancée. Et si je vous donne ces chiffres, c'est aussi pour vous dire qu'à chaque fois, il y a derrière une personne qui retrouve en espoir en l'avenir, un espoir pour lui et un espoir pour sa famille. Justement, quand on parle d'insertion, ce qui est intéressant, je voudrais qu'on dise quelques mots du contrat d'engagement jeune, parce que là, on est sur des jeunes, mission locale, Pôle emploi, association d'insertion, groupe SOS, tous les acteurs qui vont aller chercher ces jeunes. Quand vous dites 55 000 personnes ont retrouvé une solution, c'est quel type de profil? Parce que l'insertion, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, c'est le début de notre échange. L'insertion, c'est des gens qui sont des grands exclus qu'on peut retrouver dans la rue. Et l'insertion, ça peut être aussi un salarié qui a un accident de la vie, qui a un chômage un peu long et qui n'arrive pas à réenclencher. Et ce n'est pas les mêmes prises en charge, j'imagine. Alors effectivement, une entreprise de l'insertion est en quelque sorte une passerelle qui permet, entre une période de chômage pour différentes raisons, de retrouver un travail pérenne dans une entreprise classique. Ça permet de remettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. C'est ça vraiment. C'est un sas de transition. Et effectivement, il peut y avoir des personnes qui, du fait d'un accident de la vie, ont eu une période de chômage de 6 mois, 1 an, où ça peut concerner aussi des personnes qui sont dans la rue et que peu à peu, c'est le dispositif premières heures, peu à peu, quelques heures par semaine, remettent le pied à l'étrier. Parce que pas capable forcément dans un premier temps de réenclencher un emploi à temps plein, c'est ça la réalité. Exactement, parce qu'une personne qui est à la rue, il y a toutes les problématiques aussi de logement parfois d'addiction, il faut le préciser. D'addiction. Et alors, une image, enfin un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est une personne à la rue qui m'a dit que la première fois qu'on lui a mis un petit studio à disposition avec un lit, mais il ne pouvait pas dormir dans le lit parce qu'il n'avait plus l'habitude. Il a dormi au pied du lit. Donc ce sont ces habitudes, ces savoir-être à retrouver. Il y a une forme de paradoxe dans la réussite, en tout cas sur le plan du chômage et de la baisse du chômage, une augmentation historique des contrats d'alternance. Ça a cartonné, ça a même dépassé, vous qui êtes à Colmar, ça a dépassé les Allemands qui étaient le modèle. Exactement. On parlait toujours du modèle allemand. Et ils nous admirent, vraiment. Et là, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Ils vous disent, mais Allemands comment vous avez fait? Comment vous avez fait, exactement. Et parce que là, nous avons aujourd'hui plus de 718 000 contrats d'apprentissage. Donc jeunes et un petit peu moins jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. C'est 3 fois plus qu'en 2017.
Ça veut dire que la crise nous a permis aussi, grâce aux aides massives de l'État, certes, parce que le plan Un jeune, une solution, c'est 12 milliards d'euros, pardon. Oui, c'est bien ça. C'est 12, oui, Et ce sont 4 millions de jeunes qui ont trouvé une solution grâce à ce plan Un jeune, une solution. Contrat engagement jeune, ça a été critiqué dès le départ. Je voulais vous entendre. Vous êtes ministre du gouvernement. Certains ont dit, mais finalement, c'est une petite obole de 500 euros pour calmer les jeunes. Moi, si j'ai bien lu le contrat engagement jeune, il y a 15 à 20 heures de formation obligatoire. Absolument. Tout ça peut être supprimé du jour au lendemain par le référent, parce qu'à un moment donné, appelons un chat un chat. Ça veut dire quand même que l'idée, c'est d'aller chercher les jeunes les plus éloignés et de leur dire, tu as encore une chance, saisis-la. Exactement. Et j'en ai vu encore la semaine dernière dans la mission locale à Marseille. J'étais à Marseille dans les quartiers nord et j'ai vu des jeunes qui vraiment étaient éloignés de tout, mais qui avaient, j'ai envie de dire, qui avaient la niaque. Parce que grâce à la prise en charge dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune, eh bien, ils sont en train de monter un projet. Il y en a un qui veut devenir acteur de cinéma, il y en a un autre qui veut devenir boucher, une coiffeuse. C'est pas pareil. Et moi, je leur ai dit que malgré la crise, et même si c'est compliqué pour eux, eh bien, ils doivent avoir des rêves et que nous, on est tous là pour les aider à les réaliser. Quelques mots avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, le portefeuille que vous aviez, c'est un portefeuille, j'ai regardé un peu dans l'histoire de la Ve République, récent, mais un ministre délégué en charge de l'insertion, je ne suis pas sûr qu'il y ait... C'est une première. C'est la première fois. Oui. Ça n'existait pas. Auparavant, c'était intégré au ministère du Travail ou de l'Emploi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, la femme que vous êtes, la femme politique engagée à Colmar, dans le Haut-Rhin? J'ai pas dit de bêtises. Bravo. Je ne suis pas trompé. Qu'est-ce que vous en avez tiré de tout cela, de cette expérience assez incroyable, puisque vous étiez une élue locale d'abord? Oui, c'est ça. Jamais je n'aurais pensé un jour devenir ministre. Et le Premier ministre, lorsqu'il m'a appelé ce 6 juillet 2020, il m'a proposé donc d'entrer au gouvernement dans le cadre du ministère de l'Insertion. Il m'a dit « Et vous serez basé au ministère du Travail, parce que pour nous, l'insertion, c'est l'activité, c'est l'emploi. » On en revient à la philosophie du contrat engagement jeune. Et ces mots étaient très justes, exactement. Je m'en rends compte tous les jours lorsque je rencontre des jeunes dans des missions locales, des moins jeunes dans des entreprises de l'insertion. Leurs yeux brillent parce qu'ils ont retrouvé un sens à leur vie. Eh bien, l'insertion, c'est cela. C'est dire à des personnes qui sont éloignées de l'emploi aujourd'hui et un petit peu loin de tout, parfois à la rue, de leur dire, vous aussi, vous avez votre place dans la société et votre rôle à jouer dans la société. C'est un ministère qui a beaucoup de sens et pour moi, c'est un bonheur que de voir des personnes qui, grâce à nos actions, ont retrouvé goût à la vie. Précisons que le contrat engagement jeune, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le préciser, il avait été fixé sur 400 000, et puis finalement, la ministre du Travail, tout le monde a dit, mais arrêtez de nous fixer un chiffre. Il n'y a pas de seuil. Exactement, il n'y a pas de seuil. Donc, on va chercher, le plus dur, c'est d'aller les chercher, les jeunes qui sont aujourd'hui en rupture. C'est ça, vous confirmez que la grande difficulté, c'est de dire à ces jeunes qu'on voit d'au loin, de s'approcher d'eux et de leur dire, mais viens, n'aie pas peur. Exactement, c'est d'aller les chercher avec les collectivités locales, avec les associations aussi dans les quartiers, qui font un sacré boulot. Et de signer avec eux un contrat. Et oui, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, 10 à 15 heures par semaine, même 10 à 16 heures, 15 à 16 heures. Et puis, en contrepartie, une aide financière jusqu'à 500 €. Et je peux vous dire, vous évoquez éventuellement... 500 €, hein. Jusqu'à 500 €. Vous évoquiez tout à l'heure que c'est peut-être peu. Mais je peux vous dire que les jeunes, ça les aide énormément. Donc, un contrat... on leur demande d'être assidus, voilà, ça fait partie du contrat, de suivre des formations, très important, de faire des stages en entreprise, des immersions, parce que les jeunes ne connaissent pas les métiers. Et donc, à travers ces stages, ces immersions... Être mentoré aussi, d'ailleurs, si j'ai bien lu. D'être mentoré également. Et du coup, eh bien, on a des jeunes qui, aujourd'hui, ont envie de s'investir et ont envie de s'impliquer dans notre société. Brigitte Klinkert, avant de nous quitter, dans le monde merveilleux dans lequel nous sommes, de nouveau, le président Macron a été réélu. Dans un mois et demi, le Premier ministre vous convoque et vous dit on recommence. Vous recommencez ou vous dites je repars à Colmar parce qu'après tout, j'ai aussi des enjeux, moi, de femmes politiques locales.
Vous êtes déchiré par cette question-là ou pas? Non, pas du tout. Vous savez, je ne m'attendais pas à être nommée ministre le 5 juillet 2020. J'ai été nommée le 6 juillet. Je ne me suis jamais posé de questions sur ma carrière politique, entre guillemets. Moi, voilà, il y avait une opportunité, il y avait un immense défi aussi à relever. Du sens aussi par ce portefeuille. Et énormément de sens, parce que ça a trait à l'humain. Et de voir des personnes dont les yeux pétillent parce qu'on a réussi à changer leur vie et qui vous disent merci, qui remercient le gouvernement pour l'implication qui a été la nôtre, financièrement aussi, et qui leur a permis de retrouver tout simplement le goût de vivre. Merci Brigitte Klinkert. Prochain déplacement, c'est quoi? Parce que j'imagine que vous allez de nouveau continuer jusqu'au plus près du premier tour à bouger, aller à la rencontre. C'est quoi votre prochain déplacement? Exactement. Eh bien, c'est demain dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, rencontre association d'insertion? Exactement. Merci Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, et on l'aura compris, avec une partie d'un portefeuille autour des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap. C'est ça, les entreprises adaptées. C'est important de l'entendre parce qu'on avait le sentiment que tout ça était du ressort de la ministre en charge des personnes du handicap, et en fait c'est un portefeuille coupé en deux. Et là aussi avec des créations de postes dans les entreprises adaptées. Nous avions en 2021 plus de 1000 nouvelles créations de postes dans des entreprises adaptées, donc pour des personnes en situation de handicap. Essentiel, car il y a beaucoup de jeunes et de familles et de parents qui s'inquiètent évidemment d'avoir des difficultés de pouvoir trouver un emploi après les études de leurs enfants handicapés. Merci Madame la Ministre de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et devinez quoi, on va parler recrutement. Fenêtre sur l'emploi. Pour parler recrutement, on va en parler d'ailleurs avec Grégory Jourdan. Bonjour Grégory. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci vous. Moi écoutez, je suis très heureux d'être ici. Directeur général adjoint en charge des ressources humaines RSE du groupe Visiative. Peut-être parlez-vous de Lyon, entreprise basée à Lyon, si je ne m'abuse? C'est ça, exactement, de Charbonnières, exactement. Exactement. Quelques mots, Visiative, c'est quoi exactement? Alors Visiative, on a plusieurs activités, mais de façon générale, on accompagne les entreprises, alors principalement des TPE, PME, ETI industrielles, dans la transformation digitale. Alors, c'est très intéressant parce que là, vous accélérez considérablement parce que vous lancez un plan de recrutement ambitieux dans le cadre du plan Catalyst, c'est ça? C'est ça. On a initié en 2019 le plan Catalyst, qui était un plan de transformation et d'accélération du groupe. Et on a annoncé cette année effectivement une deuxième vague d'accélération avec un plan de recrutement assez ambitieux. C'est-à-dire? Alors sur l'ensemble des pays, on a 277 recrutements, dont 187 à peu près en France et 90 à l'international. Donc c'est un plan ambitieux sur ce début d'année 2022. Et qui est principalement lié, à la sortie de crise Covid et à une forte demande, notamment de nos clients dans la partie industrielle, de les accompagner sur l'accélération de leur transformation digitale. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup ici sur le plateau de Smart Job, accompagner dans la transformation digitale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des clients qui, j'imagine, avaient déjà engagé une transformation avant Covid. Mais qu'est-ce qu'ils font de plus? Alors, certains l'avaient déjà commencé, certains ne l'avaient pas commencé, mais dans tous les cas, ils s'y sont retrouvés entre guillemets forcés avec la crise Covid. Et la transformation digitale, c'est effectivement comment on peut repenser l'intégralité des processus d'un groupe, que ce soit les processus liés à l'expérience collaborateur, à l'expérience client, à l'expérience de production, et inclure dans cette réflexion d'optimisation tous les outils digitaux qui permettent bien sûr d'accélérer en termes de performance, mais peut-être aussi en termes de scalabilité, dans la capacité à avoir plus de clients en France ou à l'international ou partout en France, et également sur la partie collaborateur. Et c'est vrai que particulièrement après le Covid, sur la partie expérience collaborateur, on a été beaucoup sollicité sur la capacité à faire travailler des équipes en distanciel partout en France, ou voire même avec de l'international. Mais c'est une demande aujourd'hui extrêmement importante pour les clients. Ouais. Alors, deux questions en une. Vous êtes vous aussi, comme finalement toutes les entreprises, en galère de recrutement, parce que là, vous annoncez un plan ambitieux de 160 collaborateurs. Est-ce que vous êtes confronté finalement, comme toutes les autres entreprises, même si vous les accompagnez d'ailleurs, au fait que c'est assez difficile ces derniers mois de recruter dans de bonnes conditions?
Je vous vois sourire. Oui, oui. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas, différent. On a également des difficultés sur attirer les talents dans un marché post-Covid qui est forcément complexe, où on voit à la fois une augmentation du nombre des opportunités, ce qui est une bonne chose de façon générale pour la croissance du pays. Ça veut dire que l'activité est bien repartie. Et dans le même temps aussi, je rajouterais un changement des aspirations de la part des candidats, avec une recherche de plus de sens, avec une recherche aussi voilà, de nouveautés, de faire des choses un peu différemment. Donc c'est un marché du recrutement dans son ensemble qui est assez difficile et qui nécessite en tout cas d'être innovant et de repenser complètement l'approche qu'on avait habituellement. Ce qui est important aussi, c'est les profils de recrutement, parce que Grégory, c'est aussi des profils qui sont des talents, comme on appelle, et que finalement tout le monde cherche les mêmes profils, c'est-à-dire des développeurs, mais aussi des commerciaux, des consultants, qui sont des postes très prisés, parce qu'il faut être à la fois très bon techniquement et en même temps capable de pouvoir faire du commercial. Ça, c'est les postes les plus difficiles. Et vous cherchez dans ces postes-là, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Nous, de par, on va dire, l'ensemble de l'activité qu'on couvre, j'ai la chance d'être à chaque fois dans des domaines d'activité extrêmement spécifiques et extrêmement pénuriques. Mais que ce soit effectivement sur les métiers de la vente, sur les métiers qui sont plus liés à l'édition, ou même sur les métiers du conseil, on a à chaque fois une compétence effectivement technique forte, mais aussi des compétences de savoir-être et des compétences de relations clients qui sont aussi très très fortes. Donc ça nous demande d'avoir, on va dire, un regard sur les candidatures, dans la capacité aussi qu'on a à présenter les postes. Ça rend le poste très intéressant, mais ça rend aussi les profils plus difficiles à trouver. Et ça rend d'ailleurs la réflexion côté entreprise plus fine sur la fiche de poste et sur la manière dont vous présentez finalement ces offres d'emploi. Oui, c'est ça. Et en plus, on a une culture d'entreprise qui est très orientée vers le collaboratif. Donc en plus, on se rajoute, mais ça c'est volontaire et on y tient parce qu'on souhaite le maintenir. On y rajoute aussi des exigences de notre côté, de la capacité des candidats à adhérer à un projet, à une vision d'entreprise qui est le travailler ensemble, qui est la capacité à co-élaborer, à avoir cette vision aussi unique de la relation client. Mais c'est aussi ce qui fait que les collaborateurs qui sont chez Visiative sont aujourd'hui aussi des collaborateurs extrêmement engagés. Justement, engagés, vous avez aussi la casquette RSE, c'est intéressant avant de nous quitter, parce que c'est quoi la RSE chez Visiative ? Quels sont les piliers justement qui structurent ce concept de RSE chez vous ? Alors on en a 4, rien de très original, mais c'est plus original dans la façon dont on les mène. On a un pilier important sur la gouvernance et la responsabilité d'entreprise, parce qu'on est une société cotée en bourse, donc c'est quand même un pilier important. On a un deuxième pilier qui est depuis 2 ans à accélérer, qui est orienté sur l'environnement, sur la réflexion qu'on a au sein du groupe sur notre capacité à impacter l'environnement. On a un troisième pilier qui est extrêmement important sur l'expérience collaborateur, dans lequel on a retravaillé complètement notre expérience collaborateur et la capacité à proposer à nos collaborateurs, on va dire, une mission, une vision qui a du sens, dans lequel ils ont été impliqués aussi, qui leur permet à la fois de se développer, à la fois de développer aussi leurs projets et la façon dont on travaille ensemble. Et puis on a un dernier pilier qui est l'impact sur l'écosystème. Visiative, historiquement, est une entreprise qui est très engagée sur l'écosystème. Et donc, on a un certain nombre d'engagements aujourd'hui sur des causes qui nous sont chères et qu'on développe à travers nos collaborateurs. Là aussi, c'est extrêmement important. Ouais, la RSE, c'est important. Vous l'appelez comment ? Responsabilité sociale, sociétale et environnementale ? Il y a un débat sur sur le S en particulier. Oui, alors nous, on est plutôt sur la responsabilité sociétale. Mais après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, de toute façon, on voit que le RSE, sur le terme RSE, il y a beaucoup de variantes et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la vision de l'entreprise. Mais nous, c'est la responsabilité sociétale. Ouais. Avant de nous quitter, en quelques mots, la RSE, c'est aussi un levier ou un outil de marque employeur, non ? Aujourd'hui ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que toutes les études le montrent, que les candidats, ils cherchent du sens. Et je pense, en tout cas personnellement, que le RSE est une partie de la réponse à cette quête de sens. En tout cas, on y travaille et on voit dans l'engagement de nos collaborateurs qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important.
À très 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 bientôt, peut-être ici sur le plateau, Grégory, sait-on jamais. Avec plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci à Kylian à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Et merci à Carla qui a fait son grand retour dans l'équipe pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Et je vous dis à demain évidemment pour de nouvelles rencontres. Bye bye et d'ici là, portez-vous bien.